Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau de la Grande Team. C'est toujours un véritable plaisir d'être en votre compagnie. Vous suivez votre émission sportive préférée. Nous serons en direct et ce jusqu'à 22 h. Mais déjà, regardons ce qu'on vous réserve avec le sommaire. Sommaire, au menu de la Grande Team. L'actualité sportive, c'est dans LGT News. Focus, avec Oza, promu en Ligue 2. Éliminatoire Cannes 2023. Jean-Louis Gasset dévoile sa liste contre la Zambie. Ça fait l'actu. Excellente soirée sportive sur la 3. Vous l'avez deviné, on vous réserve une soirée très chargée ce soir. Déjà une question LGT où vous pouvez participer. Éliminatoire Cannes 2023. La liste de Jean-Louis Gasset contre la Zambie vous convient-elle? Vous pouvez donc nous appeler au 7 21 59 93 99. N'oubliez surtout pas l'indicatif plus 225 ou écrivez-nous sur la page Facebook de la 3. Ce soir, je serai en compagnie de Roger, Stéphane et de Balo. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Marie-Christine. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez, Balo? Super, ça va bien. Très bien. Oui. On est prêt. Vous êtes en mode supporter des éléphants ce soir. Hein. Chacun a son maillot en dessous. Si, on a suivi avec beaucoup d'attention la conférence de presse de Jean-Louis Gasset. Oui. Et on va en parler parce qu'on a beaucoup d'inquiétudes. Bien sûr, bien sûr. C'était important parce que c'est certainement l'une des dernières listes. Hein. On n'en aura plus beaucoup. Il y a une dernière fenêtre au mois de septembre. Il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde au mois de novembre. En temps, il y a des matchs amicaux, mais de façon officielle, c'est vraiment l'une des dernières listes avant la CAN. Donc, on l'a suivi avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de surprises, beaucoup d'événements dans cette liste. On aura le temps d'en parler. Oui, bien sûr, on en parle tout à l'heure. Ce sera le sujet de l'actu. Mais le dress code, vous aurez dû me dire pour que je puisse porter aussi un maillot. On le fera la prochaine fois. On le fera la prochaine fois. Donc, comme mon ce sera bien cool. Ce sera bien cool. Effectivement. Et en arrière-plan, on a l'équipe de FC Oza. Bonsoir, messieurs. Vous pouvez vous acclamer, hein? Ça fait plaisir de vous avoir sur le plateau. Félicitations aussi pour votre montée. Ce sera tout à l'heure dans l'actu. Mais déjà, on passe à LGT News. LGT News. Basketball, congrès 2023 de FIBA Afrique. Mahama Coulibaly à Maputo. Les 9 et 10 juin prochains se tiendra le congrès de FIBA Afrique. À cet effet, le président de la Fédération ivoirienne de basketball, Mahama Coulibaly, s'est envolé hier pour la capitale mozambicaine, Maputo, pour prendre part à ce conclave qui réunira les 54 pays membres de la FIBA Afrique. Mahama Coulibaly ira donc porter la voix de la Côte d'Ivoire à ses assises. Au-delà des échanges qui viseront le développement du basketball sur le continent, le président de la FIBB participera à l'hommage qui sera rendu au docteur Aboubacar Gueye, décédé le 30 avril dernier à Conakry à l'âge de 80 ans. LGT News. Motocyclisme. Boaké domine l'étape de Jacquesville. 5 athlètes de l'équipe de Boaké se sont retrouvés sur le podium des différentes catégories du championnat de motocyclisme à Jacquesville. C'est le stade municipal de la ville qui a accueilli les 6 équipes engagées les 28 et 29 mai dernier. Devant les milliers de personnes, Kouma Mohamed de Boaké, dans la catégorie KTM Homme, 110 cylindres sans embrayage, a dominé les débats. Sa coéquipière Diko Aïssata en a fait de même chez les dames dans cette même catégorie. C'est seulement dans la catégorie MX que Bamba Mohamed de San Pedro s'est illustré de fort belle manière. Pour cette étape, le président de la fédération Mamadou Soumaoro a remercié les autorités de la ville pour leur accueil. LGT News. Tournoi intervillage de lutte africaine. Le village de Zoyé s'impose en finale. La Fédération ivoirienne de lutte poursuit sa caravane de décentralisation de ses activités, notamment au niveau de la promotion de la lutte africaine à travers les tournois intervillages. Dimanche dernier, c'est Méantouo, situé dans le département de Zouaounien, qui accueillait une compétition à laquelle prenaient part plusieurs villages. Au terme des débats fortement appréciés par les populations,
Toulon, le village de Zoyé s'est imposé en finale devant Trogleux. Méantouo 1 est arrivé en 3e position. Cossan Serge a été élu meilleur lutteur de ce tournoi. La palme de l'équipe Fair Play est revenue à l'équipe de Méantouo 2. Dans ce village sera construit bientôt une arène dédiée à la pratique de la lutte, selon le président de la fédération, Honoré Alou. À noter que les combats ont été dirigés par l'arbitre fédéral Nguessan Enoku. LGT News. Nous poursuivons avec d'autres informations. Tournoi de Toulon. Les éléphants espoirs débutent bien leur compétition face au Panama. Les éléphants ont réalisé une bonne entame au tournoi de Toulon. En effet, opposés au Panama ce soir, les poulains du directeur technique national Ludovic Bateli se sont imposés 5-3 au tir au but. Temps réglementaire 1-1. Les Ivoiriens avaient ouvert le score sur penalty à la 13e minute de jeu par Fofana Datro avant de se faire rejoindre en fin de partie. Cette victoire devrait permettre au groupe d'aborder la suite de ce tournoi avec beaucoup de confiance. Prochain rendez-vous ce samedi face au Maroc. Le dernier match des Ivoiriens logés dans le groupe C se disputera contre le Japon le 13 juin prochain. Transfert, Messi signe à l'Inter Miami. Il était espéré au FC Barcelone après son départ du Paris Saint-Germain. Il était même annoncé dans le golf. Finalement, c'est dans le championnat américain que Lionel Messi fera ses preuves. Selon une information de première heure publiée par Canal Plus Sport Afrique sur sa page Facebook, il s'est engagé avec l'Inter Miami. L'ancien Parisien touchera 50 millions de dollars par an, soit 25 milliards de francs CFA. Voilà. On débriefe maintenant sur les news. Roger Stéphane, avec vous, on parle d'Ngolo Kanté. Ouais, N'Golo Kanté, l'international français, qui pourrait donc aller du côté de l'Arabie Saoudite, même si ce n'est pas encore véritablement acté. En fait, son transfert me fait dire qu'il y a une véritable politique diplomatique, une offensive sportive du côté de l'Arabie Saoudite. Il y a une guerre de positionnement à partir du football avec le Qatar. Rappelez-vous, le Qatar a organisé la Coupe du Monde de football. Et depuis, l'Arabie Saoudite ne dort pas. Eh bien, l'État, sur les articles que j'ai lus, a débloqué 20 milliards d'euros pour permettre au club de se renforcer. Le but, c'est de relever le niveau du championnat local. J'ai vu dans un article d'ailleurs qu'une liste de certains joueurs avait été dressée qui pourraient rejoindre ce championnat. Ronaldo, c'est déjà fait. Benzema, c'est déjà fait. On parle d'Hugo Lloris, d'Ngolo Kanté, de Sergio Ramos, de Jordi Alba, de Sergio Busquets, d'Angel Di Maria. Tous ces gros stars du football mondial et européen pourraient aller dans ce championnat pour relever le niveau. Ça s'est fait une première fois du côté des États-Unis avec la Soccer Major League. Ça s'est fait du côté de la Chine et maintenant c'est du côté de l'Arabie Saoudite. Vous voyez bien que l'État est impliqué dans le développement de ces clubs-là et donc beaucoup d'argent ont été... de très grosses sommes, justement. On parle de 65 milliards de francs. Absolument, CFA. absolument. Donc N'Golo Kanté pourrait y aller. Lui qui n'a pas fait une superbe saison avec l'équipe de Chelsea, lui qui a perdu un peu sa place de cadre dans l'équipe de France, pourrait peut-être aller là-bas dans un paradis de championnat avec beaucoup d'argent, comme ça a été le cas pour Ronaldo et Karim Benzema. Ça me fait dire que l'implication de l'État dans le développement des clubs est indéniable. Ouais. Chez nous, en Afrique, au Maroc, des clubs sont financés par des sociétés d'État. En Algérie, des clubs sont financés par des sociétés d'État. L'équipe de l'USM Alger est financée par une société d'État à hauteur de son budget annuel autour de 15 milliards. 15 milliards de francs CFA pour l'USM Alger. Chez nous, dans l'Afrique subsaharienne, eh bien, nos clubs sont en difficulté parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. Et donc, on aura compris, le développement des clubs, ça se fait par l'État, par les présidents des clubs qui sont très puissants, notamment du côté de l'Angleterre, et puis surtout les supporters. Quand on réussit à réunir ce triptyque-là, oui, on peut développer les clubs. Et l'Arabie Saoudite l'a parfaitement compris. L'État est impliqué. C'est un championnat qui va commencer à faire rêver parce que quelques-unes des étoiles du football mondial sont en train d'aller du côté de l'Arabie Saoudite. Ouais. Effectivement, c'est ce qu'on remarque ces derniers jours. Oui, Balo, avec vous, on parle de Franck Kessié. Oui, Franck Kessié qui est sur le départ et ce n'est pas une nouvelle surprenante dans la mesure où finalement le Barça n'a pas réussi à faire confiance à Franck Kessié. On le rappelle, hein, le contexte de son recrutement. Franck Kessié venait au Barça pour apporter une valeur ajoutée au niveau de la récupération de par ses grandes capacités athlétiques pour apporter un peu plus de peps au milieu de terrain du Barça. Mais force est de constater que Xavi n'a pas fait confiance à Franck Kessié dans cette logique-là, notamment dans des matchs athlétiques faciles
face au Bayern en Ligue des Champions, Franck Kessié n'a pas eu la chance d'être titularisé. Et aujourd'hui, je pense que Franck Kessié décide, accepte finalement d'aller voir ailleurs. C'est une bonne décision pour Franck Kessié dans la mesure où on rappelle qu'on est à 8 mois de la Coupe d'Afrique des Nations et que son manque de jeu, son manque de temps de jeu a fait jaser ici en Côte d'Ivoire et qu'on aura besoin de joueurs véritablement en temps de jeu, qui ont du temps de jeu. Donc, raison pour laquelle je pense qu'il a finalement décidé de voir ailleurs. On parle du Milan AC éventuellement où il a eu une bonne implantation, un championnat qu'il maîtrise bien, la Serie A, qui correspond bien en plus à son style. Donc oui, je pense que c'est une bonne décision pour Franck Kessié. C'est aussi une bonne décision pour le Barça qui a besoin d'argent pour être compétitif sur le marché des transferts. On parle d'un éventuel ralliement d'un joueur comme Ilkay Gundogan. Pour ce faire, le Barça a besoin d'argent pour aller chercher des joueurs comme Ilkay Gundogan, raison pour laquelle le Barça décide donc de convaincre Franck Kessié d'aller voir ailleurs pour avoir de l'argent nécessaire pour être compétitif et ramener des joueurs comme Gundogan à la maison. D'accord. Oui, Stéphane, un petit mot sur le départ de Franck Kessié? Oui, on attend de voir ce que ça va donner. Effectivement, moi, je vais penser que le départ de Busquets lui aurait donné un peu de chance dans cette équipe du Barça. Bon, malheureusement, on annonce son départ, on attend de voir. Balo, c'est l'Inter ou bien le Milan? C'est l'Inter? Le Milan aussi. D'accord, ok. Donc, on attend de voir ce que ça va donner véritablement. Mais en même temps, c'est une bonne chose parce qu'il doit avoir du temps de jeu. Il fut un moment où il était au top. Il était l'un des meilleurs joueurs du championnat d'Italie. Pendant 5 ans, il a fait des choses exceptionnelles avec l'équipe du Milan AC. Il avait de grosses productions, de grosses prestations avec les éléphants de Côte d'Ivoire, ce qui n'est pas le cas sur ses dernières sorties. Il a été beaucoup critiqué. Il est beaucoup critiqué au sein de la sélection et pourtant, c'est l'un de nos cadres. La CAN approche. S'il peut atterrir dans un club où il va retrouver de la place, du jeu, de la qualité et tout ce qu'on lui connaît, bon, nous, on est preneurs. Mais c'est un peu dommage que son aventure coûte tourner un peu court du côté du Barça. Ouais. C'était un challenge sportif important dans un grand club. Malheureusement, ça n'a pas marché. Eu égard à son intégration, eu égard au style de jeu du Barça, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est un formidable joueur. Ouais. Il y a encore de très beaux jours devant lui. Et on espère que son retour en Italie, si c'est acté, va lui faire du très bien. Il va faire du bien. Et faire du bien par ricochet aux éléphants de Côte d'Ivoire. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. On marque une petite pause, juste le temps de la pub. On se retrouve juste après. De retour sur le plateau de la Grande Team en compagnie de Roger Stéphane, de Balo et de l'équipe de FC Oza. Nous passons à présent au focus. À l'issue des play-offs de la Division 3, le Football Club Olympique Sport d'Abobo, ou tout simplement le FC Oza, a obtenu le précieux sésame pour sa montée en Ligue 2. Un parcours que nous allons décrypter ensemble avec le président de cette formation, M. Hamza Gamal, qui sera en compagnie de son coach, M. Ouattara Inza. Nous les recevons. On vous attend, messieurs. Bonsoir. Comment vous allez? Comment vous allez, messieurs? On va bien, par la grâce de Dieu, tout va bien. Dieu merci. Bon, c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau de la Grande Team. Je serai donc en compagnie de Roger Stéphane et de Balo. Bonsoir, Président. Bonsoir. Félicitations. Merci. Félicitations. Merci. Oui, effectivement. Coach, félicitations. Merci. Félicitations pour votre montée en Ligue 2. Mais, Président, dites-nous, qu'est-ce que vous avez ressenti après cette montée? Une joie inexplicable, une fierté immense de voir des gamins qu'on a pris depuis des années, certains 9 ans, 10 ans, et les voir gravir les échelons du football amateur jusqu'à arriver au football professionnel. Et la joie, c'était à plusieurs niveaux, sportivement, humainement. Ouais. Donc, même là encore, ça pas la joie est toujours, non, ça pas toujours là. Oh, ouais. Jusqu'au premier match de la 2-2, oui. On va continuer à avoir cette joie à nous. Ah, j'imagine. C'est-à-dire que moi, c'est une image qui m'a coulé le bec, j'ai envie de dire, l'expression un peu méchante pour moi-même, mais lorsque vous qualifiez pour la Ligue 2, il y a un public au stade Robert Champour à Marco. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu ça. C'était exceptionnel. C'est-à-dire que quand Sol FC vient en Ligue 1, au début, il y a des supporters, mais après, on ne les voit plus. Mais là, Oza,
Détroit, vous n'allez qu'en Ligue 2. Ce public-là, il sort comme ça, il fait la fête au stade Robert Champrou à Marcory. Est-ce que Oza, c'est vraiment l'équipe du peuple du côté d'Abobo? Est-ce que c'est un club que vous dédiez aux Abobolais? Oui, Oza, c'est l'équipe d'Abobo. D'abord, notre nom, c'est Olympique Sport Abobo. Voilà, c'est l'équipe d'Abobo. Oza, c'est 22 ans d'existence. D'abord, la formation. On a fait le club en 2015. Oza a donné beaucoup de footballeurs professionnels à la commune d'Abobo. Oui. Et des internationaux ivoiriens en commune d'Abobo. Donc, plusieurs personnes à Abobo se connaissent à Oza. Donc, c'est pourquoi, quand on a un match, tout le monde se sent concerné. Ils font des convois dans les quartiers pour nous suivre parce que nous sommes l'équipe d'Abobo. Bon, mais faites-nous la promesse que, parce qu'en Ligue 2, il y aura le public de l'Africa Sport, qui est un très bon public. Faites-nous la promesse que la saison prochaine, vous allez venir avec ce public-là, parce que le football ivoirien a besoin d'un public aussi magnifique pour développer son football. Est-ce que l'année prochaine, ils seront encore là avec vous, derrière votre équipe, derrière vous, pour vous soutenir au niveau de la Ligue 2? Oui, ça c'est sûr. Hein. Après, c'est important d'avoir les bons résultats, les bonnes prestations aussi, parce que ça attire aussi le public. Mais nous avons foi en nous et nous avons confiance et nous vous assurons que en Ligue 2, on aura encore un meilleur public. Oh, magnifique, magnifique. Président, le chemin a été très long pour vous, hein, et aujourd'hui, vous avez franchi un palier. Quelle a été la clé de réussite de l'OSA? La clé de notre réussite, d'abord, c'est notre organisation et notre sérieux. Sans moyens, on a mis quelque chose en place depuis des années, une organisation, je dirais, qui est quand même rare, parce que ce n'est pas seulement le terrain à OSA, c'est une éducation mais en dehors du terrain. C'est que les enfants on fait attention à ça. Et on a des règles et principes. Quand je les ai mis en place, ça a été critiqué par tout un peu parce qu'ils disent que c'est un peu dur. Des règles très strictes. Ouais, voilà, parce que les enfants, ce n'est pas seulement sur le terrain. Ce qu'ils font en dehors du terrain, je le contrôle. Parfois, même quand à mes débuts même, lors des fêtes d'année, les fêtes, je me promenais à Bobo avec des feuilles, des bics, pour voir un peu ce qu'ils font. Voilà, donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une liberté de faire ce qu'ils veulent. Donc, cette organisation et puis cette éducation aussi nous a permis d'être à un certain niveau, d'avoir la constance. Parce que déjà, être à ce niveau dans une commune comme à Bobo, où il y a beaucoup de choses, avoir des enfants avec nous pendant des années et puis avoir des résultats là. Pour moi, la clé, c'est notre organisation. Notre sérieux en dehors du terrain qui se répercute sur le terrain. Et selon nos informations, votre club est constitué à 95% des joueurs que vous avez formés. C'est juste, hein? Oui, et ils viennent tous d'Abobo? Et tous, non, il y a deux qui sont... Il y a un qui est à Angré, au Dillon, il y a Bamori qui est à Djamé. Et la majorité à Abobo? Et puis il y a Chris qui est à Yopougon. D'accord. Tout c'est à Abobo, quoi. Oui, j'aimerais savoir, on a parlé de 95% de l'effectif composé de joueurs du centre de formation. Les 5%, la part du recrutement, d'où est-ce que vous allez tirer ces joueurs en termes de recrutement? Quand je dis même les 5%, en fait, c'est des gens qui ont fait seulement 3 ans, 2 ans. Ce n'est pas comme s'ils sont venus maintenant, ils sont là, ça vaut 3 ans. Je ne les ai pas ajoutés à ceux qui ont duré chez nous. Et en plus de la formation qu'on fait, quand je recrute les jeunes, je les prends dans les centres de formation qui forment aussi. D'accord. Qui peuvent aller avec les mêmes idées, les mêmes principes. Parfois, j'ai recruté des jeunes dans certains clubs, certains centres de formation. Quand ils sont arrivés chez moi, c'était un peu compliqué, un peu de suivre un peu ce que nous voulons. Donc, je vois un peu les centres avec les philosophies qui peuvent aller avec les miens. Puis bon, on essaie de mettre ensemble pour faire une bonne mayonnaise. Président, vous étiez d'abord au Racing. Vous étiez d'abord au Racing. Ouais. Ensuite, vous faites 8 ans de la division d'honneur à la Ligue 2. Vous avez fait du chemin. District à la Ligue 2. Vous avez fait du chemin. Oui, beaucoup de chemin. Je profite pour dire merci à Kwadjo Bernard, Kone Moussa, mes premiers présidents au Racing Kola Bobo. Pour moi, sans eux, je n'allais pas avoir ce parcours-là. Donc, il a dit merci infiniment. Et ils m'ont accepté et ils m'ont appris à diriger. Et après, il y a des histoires, donc j'ai fait mon équipe avec mon ami Bende Michel. Aujourd'hui, avec la manière dont les équipes fonctionnent, les clubs fonctionnent ici en Côte d'Ivoire, il était important pour moi de faire un club. Et aussi le manque de compétition en Côte d'Ivoire chez les jeunes.
Ça m'a amené à faire le club en 2015. Et pour débuter, en ce moment, il y avait le district 2, qui était la 6e division. On a commencé, on a fait 1 an de championnat. On est parti en district 1, 5e division, on a fait 1 an aussi. On s'est retrouvé un peu en DH, 4e division, on a fait 3 ans là-bas. Ouais. Et 3 ans, 3e division, c'était notre 3e année. Donc ça veut dire que les clubs de 2 doivent savoir que notre 3e année, là, c'est... Voilà, coach, est-ce que c'est facile de coacher, d'entraîner des jeunes garçons qui sont formés dans un centre de formation qui est devenu club? C'est facile pour vous, avec les fondamentaux qu'ils ont, ça a été facile pour vous pour les coacher? Oui, bien sûr, c'est facile, puisque la plupart, ils ont commencé au centre. Et puis, c'est nous-mêmes, les mêmes coachs qui les avons pris là-bas. Donc, c'est nos gamins. Voilà, et aujourd'hui, ils font la fierté, quoi. Alors, quand on sort de centre de formation pour devenir club, qu'est-ce qui change dans la façon de travailler avec les garçons? Et qu'est-ce qui change dans la mentalité des garçons même, qui ne sont plus des joueurs, des jeunes garçons formés, mais qui aspirent désormais à une position de professionnel? Qu'est-ce qui change? Ouais, le travail devient encore plus difficile. Voilà, ils doivent continuer à travailler encore plus parce que les matchs sont encore plus difficiles. Voilà, et puis il y a l'objectif aussi qui est là, de vouloir monter. Donc au fur et à mesure, on prend match par match, on essaie de donner le meilleur. Comme nous, on a une équipe des jeunes joueurs, on a plusieurs projets que le président met autour de l'équipe. Donc ça motive les enfants, ça donne la force de se battre et puis de donner le meilleur d'eux-mêmes. D'accord. En parlant de montée, justement, nous on a quelques images de la célébration de votre montée en Ligue 2. On regarde. La formation de Oza en Détroit. 3 ans passés en Détroit. En Détroit. Après 8 années d'existence. Effectivement, cette formation Kadé Guilabogui, certainement que Hamza Yamal sera porté en triomphe. Et il le mérite, le président. Je pense que et il le mérite, le président. C'est intéressant, Kadé Guilabogui, de voir une équipe de centre de formation devenue un club. On vous applaudit. Vraiment, Roger Stéphane parlait du public. Vous avez vraiment un public formidable. J'imagine vos matchs au complexe sportif d'Abobo. Ça va être la catastrophe. Hein? Ça va être énorme. En ligue professionnelle, ça va être énorme. Vous avez... président... Allez-y. Vous avez loupé 2 fois la montée, 2 années de suite. C'est la 3e qui est la bonne. Quelles sont les grandes leçons que vous avez tirées? D'abord, au niveau des jeunes, déjà, on a manqué des matchs un peu par inexpérience, la gestion des matchs. L'année, je suis passé au Carré d'As, on a croisé Agir d'Abengourou, à Agir de Guibérois. De Guibérois, on a dominé tout le match. On ne sait pas combien de pourcents de possession. Arrivé à ce moment, on voulait forcer pour gagner le match. Et puis, on a pris un but à la dernière minute. Avec ces échecs-là, on a compris qu'il faut savoir gérer le match. Parfois, on n'a pas obligé de gagner à 100%. Un match nul c'est encore plus mieux qu'une défaite. Et aussi, c'est les enfants, ils sont amenés à jouer, même quand on mène, ils sont amenés à jouer. Avec le temps, ils ont compris que parfois, il faut casser le rythme un peu, ne pas attaquer à bout. Pourtant, il faut savoir gérer le match. Moi, en tant qu'un dirigeant, un jeune dirigeant du club, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas maîtrisé les 2 premières années. Donc, avec l'expérience. Vous ne maîtrisez pas les rouages. Je ne maîtrisais pas les rouages. Avec leur... La gestion, en fait, de l'effectif, voilà. Oui, Balo. Oui, donc avec leur inexpérience, vous avez dit que très souvent ils pêchaient dans la gestion des matchs. Mais derrière, comment est-ce que vous avez réussi à leur inculquer cela? Parce que c'est très difficile compte tenu de leur jeune âge, compte tenu de la formation où sans doute on joue sans faux fuyant. Comment est-ce que vous avez pu inculquer cela? Oui, on les a rappelé un peu des erreurs des matchs passés. Je prends un exemple. Parfois, il y a des comptes adverses qu'il faut empêcher dès le départ. Mais c'est les jeunes joueurs, ils ne savent pas ça.
Donc ça fait des échecs-là. On a fait les résumés des matchs passés des 2 années précédentes. On nous a fait savoir que pour gagner la compétition, on n'est plus en formation. Pour gagner la compétition, ce n'est pas seulement le jeu à tout va. Il faut maîtriser un peu l'aspect mental. Notre plus gros problème pendant des années, c'était au niveau mental. C'est-à-dire que quand on joue au foot, on n'arrive pas à marquer. Après, ça fait un tour un peu dans le découragement. Ou bien quand l'adversaire marque en premier. Donc, c'est des choses, cette année, on a su gérer. Et quand c'est comme ça, on fait tout possible pour ne pas encaisser le premier but aussi. On fait le maximum pour marquer rapidement. Donc, on s'est quand même forgé un bon mental à tous les niveaux, que ce soit même le staff et les joueurs. Et c'est tout ça qui nous a avec l'expérience. Et coach, qu'est-ce qui fait la particularité de votre équipe? C'est la jeunesse. Et puis, comme le président l'a si bien dit, la plupart ils viennent du centre de formation. Donc, c'est encore plus facile de travailler avec eux. Et pour cette montée en Ligue 2, quelle a été la recette magique? On a su corriger nos erreurs. Voilà, on a mal débuté la première phase. Et après, on a très bien joué la deuxième phase, c'est les retours. Voilà, et je pense que c'est ce qui a fait la différence. Et qu'est-ce qui a été amélioré? La première phase a été difficile, la seconde a été plus facile. Qu'est-ce qui a été amélioré entre-temps dans le jeu? C'est au niveau défensif. Voilà, la première phase, on a pris énormément de buts. Après, la deuxième phase, on a pris 5 buts. Voilà, donc c'est des choses qu'on a corrigées et puis on a continué de marquer encore. Donc c'est ce qui nous a permis d'être encore plus au Vous terminez premier de votre poule. Vous arrivez au play-off. Au play-off, il y a Sigui Lolo, il y a Agboville et il y a Donkov, qui sont des très bonnes équipes aussi. Est-ce qu'avant le tournoi, vous saviez ou bien vous sentiez que vous allez passer les play-offs monter en Ligue 2 face à ces 3 adversaires-là? Bon, ce sont des bonnes équipes. Voilà, on s'est dit qu'il faut continuer à toujours bosser, il ne faut pas dormir, quoi. Voilà, et nous aussi, on a une bonne équipe. Voilà, on a un bon parcours, on a une expérience aussi. Donc, on a compté sur ça, on a travaillé. Et puis, on s'est dit que les 2 premiers matchs, il faut mettre le maximum, il faut gagner. Et puis, se donner plus de chances de passer, quoi. La question, c'est pour vous deux. Vous gagnez les 2 premiers matchs face à Donkov et face à Sigui Lolo, n'est-ce pas? À 6 points, vous étiez déjà qualifiés. Tout le monde dit que vous avez levé le pied face à Agboville lors de la 3e journée. Parce que Agboville était 2e. Agboville n'était pas encore tout à fait qualifié. Tout le monde vous a levé le pied. Oui, d'abord, je voulais souligner pour dire qu'on a eu une grande chance que la compétition joue au Champro. D'accord. Parce qu'on avait affaire à des adversaires avec des joueurs plus matures, physiquement même costauds que nos jeunes. Au Champro, ça nous a vraiment aidé. Le terrain est un peu plus grand, il y a plus d'espace. C'est plus facile pour nous de dérouler nos jeux, de se toucher, d'être mieux tactiquement. Et en face d'une équipe, peu importe les qualités physiques, quand vous êtes sur un terrain, il y a plus d'espace. Quand vous êtes bon techniquement, vous faites la différence. Après, on avait dit aux gamins, nous sommes à 2 matchs de notre histoire. Et gagner les 2 matchs, et notre championnat est fini. C'est ce qu'on a dit avant qu'on commence. Donc, tout le club, les joueurs comme le staff, on a donné le maximum pour gagner les 2 matchs. Donc, off 3-0? Oui. Et Sigui Lolo 1-0? 1-0. Mais président, après le 3e match... Terminez rapidement. Oui. Après le 3e match... on n'a pas levé le pied, je ne les apprends pas ça. C'est les jeunes, ils sont amenés là à l'extérieur. Je ne peux pas venir leur dire, bon, comme on a gagné le match, on est qualifié, il faut lever le pied. Je ne dis pas ça. Après, effectivement, il a fait quelques changements, parce que c'est un groupe où il y a beaucoup de jeunes joueurs. Donc, ceux qui ont fait les 2 premiers matchs, ils ont quand même tourné. Après, comme l'état d'esprit, même déjà avant le match, ce n'était pas pareil comme les autres matchs. Bon, on n'a pas été meilleur comme les autres, sinon on n'a pas levé le pied, ce n'est pas de notre... Très bien. Président, nous, on a envie de savoir quelque chose. On voit sur toutes les images que vous êtes toujours sur le banc de touche. Est-ce que vous êtes président et en même temps coach? Moi, toute ma vie, j'ai entraîné. C'est mon travail. Je fais que ça. Donc, vous êtes aussi coach? Je suis coach d'abord même. Oui. Et comme l'équipe m'appartient, c'est pourquoi je suis le président. Être dans les tribunes, quand je suis là-bas sur ma statue, je me rends un peu... Je me sens malade, quoi. Donc, pour faire sur le banc de touche. C'est sur le banc de touche, auprès des joueurs, communiquer avec le coach sur les aspects tactiques et techniques. Et je me sens moi-même là, en ce moment. Mais voilà, être en haut là-bas, c'est pas... Voilà. Mais président, est-ce que vous ne pensez pas que le rôle d'un président, c'est de quand même laisser la latitude à son entraîneur, de pouvoir faire les choix qu'il souhaite, de pouvoir mener l'équipe comme il l'entend? Est-ce que en venant sur le banc de touche, le bord du banc de touche, vous ne mettez pas une pression supplémentaire sur les épaules de votre entraîneur? Bon, ok. Quel a été le résultat?
Le résultat, oui, mais ça. le résultat est positif, mais on retient ça. Oui, mais avec d'autres coachs, ça peut créer des problèmes, vous ne pensez pas? Oui, c'est vrai. Ces coachs sont avec moi depuis des années. Et comme je dis, moi, il veut qu'on me voit comme un coach. D'accord. Pas comme un président. Non, mais ça dit que le président, vous m'avez dit, quand on se parlait hors antenne, Roger Stéphane, moi j'ai 43 ans, j'ai fait 28 ans dans la formation, c'est bien ça? Bon, maintenant vous êtes président. Disons, les 28 ans là, j'étais d'abord intendant. Intendant. Et Horacio Colabo. Oui. Il était, comme on dit, repris dans le jargon. Oui, très bien. Avant de commencer à être formateur Horacio, avant de faire OSA. Bah. C'est pas 28 à 100% dans la formation. Mais dans tous les cas, on est vers ça. Ouais. Mais je dis à un moment, là vous êtes en Ligue 2, après la Ligue 1, le club doit devenir plus professionnel. À un certain moment, il faut sortir de la peau du formateur pour devenir le président, prendre des grandes décisions et laisser les autres faire leur travail. Sinon, vous allez aller vers le clash un jour avec un entraîneur. Hein. C'est clair. Cette année, c'est seulement les 4 premiers matchs du championnat, j'étais dans les tribunes. D'accord. Les 5 premiers matchs dans les tribunes. Et le reste Le président, mais je ne pouvais pas, quoi. Donc, après, je suis venu sur le banc, mais c'était difficile pour moi d'être au dehors. Voilà, le coach, il a fait confiance à 100%. Étant sur le terrain, étant sur le banc avec eux, il y a certaines choses que je peux communiquer avec eux. C'est difficile quand ils sont loin. D'accord, mais ce que je veux savoir... Mais le coaching, parle si vous permettez, s'il vous plaît. Le coaching, quand même, a permis des buts. Et nous, on va... C'est ce qu'il dit, il faut retenir ça. On a une petite compile des buts de Loza. On regarde. A composté son biais pour la montée en Ligue 2. Jamais cette équipe n'a été aussi proche de la Ligue 2. C'était qu'ils ont joué. Énormément de ballons. Konaté Mohamed s'est envoyé sur Bakayoko de la tête. Et certainement le premier but. Le premier but. Le premier but. Le premier but. Il peut garder ce ballon, il a le temps du soutien, il a fait la différence. Il peut attaquer la surface des réparations. Il peut attaquer la surface des réparations. Et l'ouverture du score. Le premier but de ce play-off du côté de l'équipe de Lausanne. C'est la délivrance dans ce stade. Robert Champrou de Mabut. Je crois que c'est Lasmeromiel sur le côté angle fermé qui prend à contre-pied. Il est bien équilibré, bien à l'équilibre. Avec Brian, c'est passé, attention à l'accélération. Attention peut-être à un autre coup fumant. Un autre coup fumant au deuxième poteau. Et oui, le break est fait. Deuxième but pour les Abobolais. Et cette fois, c'est l'homme le plus efficace, le joueur le plus délicieux du côté d'Abobo qui inscrit le deuxième but. Cédric Kadoumbia, il viendra célébrer ce but avec ses supporters qui sont fous de joie. Qui aurait été dangereux. Attention, attention, peut-être le troisième but. Et oui, c'est fait. C'est maintenant la correction infligée à cette équipe de Dr. Diego Atro. Troisième but. Il marche sur l'adversaire, il piétine l'adversaire. Il n'y a rien en face. Donkoff est sévèrement battu. Et les Abobolais peuvent vraiment s'amuser ce soir. Tout réussi donc aux Abobolais. Un troisième but pour l'équipe du FC Oza, inscrit par ce joueur. Et c'est encore Doumbia Cédric, le véritable bourreau, toujours très bien placé dans le cœur de la défense de Donkoff, pendant que le gardien Brouarma est scotché sur sa ligne. Le jeune Doumbia Cédric se fait plaisir en inscrivant ce troisième but. Son doublé du pied gauche. Et son huitième de la saison. Voilà, de magnifiques buts, hein, président et coach. Et on a aussi les statistiques du club tout au long de la saison qu'on regarde grâce à la magie de la régie. Oui, les statistiques du club s'articulent comme suit. Nombre de buts inscrits, 32. En phase aller, 18. En phase retour, 14. Nombre de buts concédés, 18. Phase aller, 13. Phase retour, 5. Total de points, 36 points. Meilleur buteur, Doumbia Cédric avec 6 buts. Les meilleurs passeurs, Soumaoro Abdoulaye avec 5 passes décisives. Le meilleur passeur. Nombre de victoires, 11. Match nul, 3. Défaite, 4. Coach,
au vu de ces statistiques, on peut dire que vous êtes fiers de vos poulains. Oui, bien sûr, on est fiers. Voilà, et on monte en D2 et on va continuer là-dessus. Très bien. Bon, l'équipe, nous, on a envie de parler avec vous, hein, le capitaine. Où est-ce qu'il est, le capitaine de l'équipe? Vous pouvez nous rejoindre ici? Les autres, on l'applaudit quand même. On vous donne un micro. Capitaine, vous aussi, vous venez pour parler et vous laissez le micro. Rapprochez-vous. Comment vous allez, le micro? Ça va bien. Ça va très bien. Oui. Bon, Roger Stéphane, une question au capitaine. Oui, ben bravo, capitaine, félicitations. Très belle saison. Nous, on n'est pas toujours avec vous, c'est vrai. Mais quand on voit une équipe championne comme ça, on a envie de savoir quelle est l'ambiance dans le club, quels sont vos rapports avec vos coéquipiers, comment est-ce que vous vivez là-bas à Bobo, comment est-ce que vous êtes unis, comment vous préparez vos matchs pour aller jouer, gagner et arriver en Ligue 2. Oui, on est ensemble chaque jour. On cause par SMS, vocal, tout. Et les dirigeants, ensemble. Chaque jour, il y a conseil, Capitaine, vous êtes un capitaine, donc. D'accord. On parle avec assurance. D'accord. Oui, on y va. On nous fait pas faire les certains trucs. Voilà, donc le dirigeant il est là, Hamza Gama, il nous suivait chaque jour, chaque moment. Voilà. Donc si tu essaies de faire bêtises, il va te corriger à la manière. Donc ça veut dire que vous avez déjà une vie professionnelle. Oui. Déjà une vie professionnelle. Oui. Donc ça ne te permet pas de faire des choses. Des bêtises. Mais capitaine, vous dites que vous causez par texto, par SMS. Est-ce qu'il vous arrive de parler de combinaisons? Oui, tout ça. Coach, Enza, on fait tout ensemble. Voilà. D'accord. Et quel a été pour vous le match le plus difficile que vous ayez eu à faire avant de pouvoir monter en Ligue 2? C'est le premier match. Le premier match face à Donkov. C'était quoi, physiquement? Physiquement. Puis on avait trop peur. J'ai senti ça, on avait trop peur, la stress, tout ça. D'accord. Et quand vous êtes ensemble, vous rêvez aux éléphants, vous rêvez à des grands clubs en Europe? Oui. On va jouer. On va jouer là-bas. Manchester City. Tout ça. Bon, ils sont bien chauds bouillants sur le terrain, mais à la télé, il est plutôt calme, plutôt timide. Pas facile avec la caméra. Avec la caméra. Président, nous, on a pu dénicher une image que vous avez postée sur votre page Facebook. Ah ouais? Donc, on regarde l'image qui s'affiche. Ah ouais? On peut voir sur le grand. Donc, félicitations. Merci. Félicitations, Président, parce que votre femme a accouché d'une fille. Ouais. Elle sera coach aussi de l'équipe, le futur coach. Elle va jouer au football féminin, attaquante. Bon, un mot de fin, Président. D'abord, je veux dire merci à tous mes coachs. Tourouma qui est assis là, Walter Enza, Tambidou, Abdelrahman, pour le boulot énorme. C'est eux les vrais acteurs. C'est eux qui ont fait tout le travail en entraînement. Je leur dis un grand merci. Je dis un grand merci à toute la population de Bobo pour le soutien. Nous comptons sur elle pour les prochaines échéances qui arrivent à grands pas. Bon, voilà. C'était votre mot de fin. Mais Roger oui, c'est-à-dire que parce qu'il faut que les gens vous connaissent bien. Les gens ne savent pas qui vous êtes. Dites-nous les joueurs que vous avez formés et que vous avez donné à la sélection nationale. Donnez-nous quelques noms. Les plus connus, il y a Konan Didier, Traoré Lassina, Djerasba Ousmane Vira, Sanogo Sekou Junior, Nyangbo Anderson. Voilà, c'est un peu... c'est les joueurs phares. Récemment, il y a le jeune qui est Sporting de Lisbonne. Amadou Ousmane. Amadou Ousmane, qui est avec le Sporting récemment, qui vient de partir. On a une trentaine de footballeurs professionnels à travers le monde. Nous avons 2 champions d'Afrique seniors avec les éléphants A et 3 champions d'Afrique avec les éléphants A, la section cadette. Et nous sommes l'un des rares centres de formation à avoir fourni à la Côte d'Ivoire toutes les sélections nationales des minimes jusqu'à en passant par les cadets, les A', les sports. C'est à dessein que j'ai posé la question parce qu'à la vérité, après Maître Jonien et la SEC Moussa,
vous êtes la deuxième personnalité qui a offert de grands footballeurs à la sélection nationale. Et ça, je pense que ça s'applaudit, ça se mérite. Bravo, merci beaucoup. Merci, bravo, 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 bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Président. Donc, Président, je vous permets de dire encore quelques tout petits mots de fin et un appel, si vous voulez lancer un appel. Je dirais à nos autorités à Bobo de quand même s'impliquer un peu, parce qu'ils sont là-bas, ils s'en foutent du football. Quand c'est comme ça, c'est un peu difficile. Lors des playoffs, j'ai vu Seguela avec des députés, les hommes politiques, les autres équipes, c'était pareil. À Bobo, il y avait que les membres de OSA et nos supporters. Donc, qui s'intéressent un peu. Est-ce que vous êtes approché Depuis personne, le maire Ahmed Bakayoko, on a envoyé des milliers de courriers. C'était impossible de nous rencontrer. Maintenant, quand Diakamara est là, on est ici aussi. Voilà. Après, moi, Bon, là, ils vous écoutent, donc lancez un appel. Voilà, c'est ce que j'ai dit. C'est sûr qu'ils vont réagir maintenant. Voilà, nous sommes une équipe d'Abobo, avec les enfants d'Abobo. Au-delà même du football, nous aidons les enfants à se développer, à s'éloigner des vices de la commune. C'est une commune, ce n'est pas facile à gérer. Ouais. Donc, au-delà même du football, on fait l'éducation. Donc, nous demandons à notre mairie, au maire, aux hommes politiques, de nous aider. Et ce n'est pas OSA de Hamza Gamal, c'est OSA d'Abobo. Et nous allons faire régner notre nom au niveau du football professionnel jusqu'à arriver en Ligue des champions africaine. Voilà. Donc, c'est très bien. Merci, Président. Merci beaucoup. Merci, coach. Bon, nous, on reste avec l'équipe jusqu'à la fin de l'émission, jusqu'à 22h. On est ensemble, n'est-ce pas? Merci à vous. Merci, Stéphane. Merci. Bravo. Félicitations. Donc, on marque une petite pause et on se retrouve tout juste après. À tout de suite. Voilà, nous sommes de retour. Nous ont rejoint Jean-Philippe et Henri-Joël. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Marie-Christine. Henri-Joël. J'ai failli dire Marie-Dominique. Franchement, c'est heureusement. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Ça va très, très bien. D'accord, ok. Et nous sommes là. D'accord. Pour courir le reste du match. Du match. Jean-Philippe et vous? Bonsoir. Ouais, en forme. C'est vrai que la pluie ne nous facilite pas la tâche. Mais bon, nous sommes dans un pays tropical. Et généralement, chez nous, on dit que la pluie, c'est une bénédiction. On fait avec. Et donc, on est encore là ce soir pour balayer l'actualité sportive du moment. Quand je pense qu'il était prévu de jouer la CAN à cette époque-là, c'était la catastrophe. Hein? On ne peut pas jouer la CAN. Mais heureusement que la date a été changée. C'est pas possible, c'est pas possible. Bon, à présent, nous parlons de la liste de Jean-Louis Gasset. Est-ce une bénédiction ou pas? On verra, ce sera dans l'actu. Le téléphone est ouvert. Vous pouvez donc nous appeler au 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. N'oubliez pas l'indicatif plus 225 si vous nous appelez hors de la Côte d'Ivoire ou écrivez-nous sur la page Facebook de la 3 pour nous dire la liste de Jean-Louis Gasset contre la Zambie vous convient-elle? Le sélectionneur national Jean-Louis Gasset a tenu une conférence de presse en fin d'après-midi. À cette occasion, il a publié la liste des joueurs retenus pour la préparation du match face à la Zambie prévu le 17 juin prochain. Je vous propose d'écouter le technicien et on arrive sur le plateau pour débattre juste après. Le rassemblement du mois de mars, vous m'avez reproché de ne pas avoir donné la liste à Abidjan. Ça avait créé quelques polémiques. Donc, j'ai écouté les conseils. Je suis ici, mais sachez que mon travail aurait dû m'amener à Prague, où il y a la finale de l'Europa League, et où on a 2 joueurs ivoiriens qui participent à la finale, dont les gardiens. Badra, Tapé, Folie. 7 défenseurs. Aurier, Singo, Bailly, Agbadou, Ndika, Deli et Conan. 4 milieux, Caissier, Sangaré, Doumbia et Seri.
8 joueurs à tendance offensive. Bamba, Gradel, Cornet, Kwasi, Adingra, Crasso, Kwame et Konaté. Voilà, messieurs, à vos panonceaux, en oui ou en non, est-ce que la liste de Jean-Louis Gasset vous convient-elle? Oui pour Roger Stéphane, oui pour Ballot, non pour Jean-Philippe, non pour Henri-Joël. D'accord, ok. Bon, Henri-Joël, vous qui rigolez, pourquoi non? Argumentez, s'il vous plaît. Alors, depuis l'avènement de la crise sanitaire, quand même, certaines sélections vont jusqu'à 26 joueurs appelés pour certaines rencontres. Et là, quand on jette un coup d'œil sur la liste de Jean-Louis Gasset, nous avons 22 joueurs. Et là où, pour moi, il aurait dû faire mieux, c'est au niveau des milieux de terrain. C'est pour ça que j'ai mis non, parce qu'il n'a appelé que 4 milieux de terrain, notamment Doumbia Idrissa, Sangare Ibrahim Kessié et Seri Jean-Michel. 8 attaquants. Je pense que pour moi, cette liste-là est déséquilibrée. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde le sait. Vous savez, une équipe, c'est vrai, il y a la défense et l'attaque, mais le cœur du jeu est très, très important. Et surtout, il faut des personnes, je dirais même plusieurs personnes capables de pouvoir l'animer. Là, quand on se fie à cette liste que nous avons sous les yeux, ce n'est pas pour moi une liste équilibrée. Et surtout, les noms qui y sont, pour moi, ne me rassurent pas grandement. Donc, c'est pour cela que j'ai mis non. Jean-Philippe? Ben, je pense que je partage déjà le même avis qu'Henri-Joël sur la forme de cette liste. Je pense qu'on aurait pu l'élargir. C'est vrai que de l'autre côté, les Chipolo Polo emmenés par Van Grant ont fait appel à 18 joueurs. Je pense qu'on est peut-être dans une situation d'économie, de réduction des dépenses. C'est une supposition. Mais on aurait aimé qu'ils ratissent l'âge quand même. Parce que nous sommes à 6 mois de la compétition. Et voir le maximum de joueurs sur cette fenêtre, surtout ceux qui n'ont pas généralement la chance d'être présents dans le groupe, ça aurait donné quand même un certain signalement quant à la volonté de l'entraîneur d'avoir une base beaucoup plus large au niveau des joueurs sélectionnables et donc emmenant encore plus de concurrence pour l'équipe qui va devoir représenter le pays en janvier prochain. Maintenant, si on veut rentrer au niveau du fond de la liste, il y a quand même quelques présences qui intriguent par rapport à d'autres joueurs. Il y a certains cadres qui sont présents. Je pense que peut-être qu'ils ont été appelés pour essayer de leur donner de la chance en termes de relance. Parce que quand je regarde cette liste, que je vois un garçon comme Eric Bailly présent alors qu'il a joué que 23 matchs durant toute la saison et les 23 matchs, il n'était pas titulaire lors de ces rencontres. Alors que d'un autre côté, on a écarté un garçon comme Sinali Diomandé qui a joué 35 matchs titulaires avec l'équipe de Lyon. On a écarté un garçon comme Odilon Kosonou qui a joué 30 matchs, dont énormément de matchs en tant que titulaire. Et surtout, un garçon qu'on aurait aimé voir au niveau de l'équipe nationale et qui évolue du côté du Sporting Lisbonne, Ousmane Diomandé, qui a joué 34 rencontres. Là, on s'interroge sur les choix qui ont été posés par Jean-Louis Gasset. Je vais d'abord m'arrêter sur ces garçons-là pour dire que rien qu'en analysant déjà le choix de ces défenseurs, je ne suis pas satisfait quant à la liste qui a été dressée par le sélectionneur. D'accord. Bon, avant de revenir à vous, Roger Stéphane et Ballot, nous avons un appelant, nous avons M. Diomandé qui nous appelle de Sipilou. M. Diomandé, bonsoir. Oui. Comment vous allez? D'accord, ok. Bon, on vous écoute alors. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Diomandé. Tout le monde vous salue, monsieur Diomandé. On vous écoute. Marie. Oui. Oui. Gasset, là, il va s'amuser à nous. Il va faire quoi? Il va s'amuser à nous. La carte qu'on va gagner en Côte d'Ivoire, c'est pour prendre le Canada. Il est vieux, on l'appelle la vieille mamie. Il est quand même fait de la bonne sorte. Pourquoi est-ce que vous ne suivez pas à cette liste-là? Et puis, les jeunes, les baillis, les gâtés, les gars, attention. Donc, moi, je ne suis pas convaincu. C'est une liste que je ne suis pas convaincu. Parce qu'on est à 8 mois. Donc, la liste ne vous convient pas du tout. Nous sommes à 8 mois de la compétition. C'est maintenant, ils doivent former des commandos, des combatifs, des patrons pour nous faire ce truc-là. Donc, gâtés, là, attention. C'est rouge. Bon, on attend. Merci beaucoup, M. Diomandé. Merci beaucoup. Oui, Roger Stéphane. Oui, j'ai mis oui parce que, bon, tout naturellement, c'est la liste de Gasset. Hein. C'est lui qui est le sélectionneur. Vous savez, c'est l'éternel débat
sur les sélections, c'est toujours la même rengaine. J'estime que Gassé a fait ses choix. Il assume ses choix, il a fait une conférence de presse où il a expliqué un certain nombre de choses. Certaines étaient convaincantes, certaines n'étaient pas convaincantes, donc il a fait ses choix. Deuxièmement, quand vous regardez la liste, il y a quelques bons garçons. Sangane Ibrahim est là, Kessie est là, Serge Aurier est là, Conan Gislain est là, Senghor Wilfried est là, Christian Kwame est là, Krasso est là. Ce sont des garçons assez intéressants qui, sur l'ensemble des derniers événements, ont fait de très belles choses et dont la présence rassure plus ou moins dans cette liste de Gassé. C'est un mélange habituel d'anciens cadres connus. Et comme dans les sélections, il y a toujours des joueurs qui ne sont pas très en forme, il y en a qui sont plein en forme, d'autres ont joué beaucoup de matchs. Bon, c'est tout le temps le même débat. Moi, mon vrai problème dans cette sélection, ce n'est pas les noms qui sont sur la liste, mais c'est les noms qui ne sont pas sur la liste. Parce que quand même, quand vous avez regardé l'argumentaire de Gassé, il y a 12 joueurs qui sont absents pour motif de maladie. Ils sont 12 et ils ont tous des certificats médicaux. Il a bien expliqué. 12 joueurs qui ont tous des certificats médicaux produits par leur club. Zaha, Bamin, Seko, Abaka, Sinali, Kosonou, Ahmad, Pepe, Boga, Aoulou. Et puis l'arrangement avec Sébastien Haller. C'est ce qui me fait peur. C'est ce qui me fait peur. Qu'est-ce qu'il y a derrière toutes ces absences? Est-ce que l'affaire des certificats médicaux est juste? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est des prétextes? Est-ce que Gassé a voulu protéger des garçons? Voilà ma véritable inquiétude. Donc les garçons qui ne sont pas là en fin de saison, qui pour beaucoup ont fini la saison et qui ne sont pas là, et qui ont des certificats médicaux, moi j'avoue que ça m'embête un peu. C'est tout ce qui m'embête. On va chercher à savoir exactement ce qu'il en est. Gassé a dit qu'ils n'ont pas fini de saison, ils sont malades, ils ont des certificats médicaux, etc. etc. Moi, voilà la partie qui me dérange un peu. Mais sinon, tout le reste, bon, Gassé a fait ce qu'il pouvait faire. Il a convoqué les joueurs en qui il a confiance. On attend de voir la suite des événements. Très bien. Balo, juste une seconde. On a M. Fofana Média qui nous appelle de Boaké. M. Fofana Média, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien, chez vous. Je vais très bien, merci. Voilà. La grande team vous salue, hein? Oui, bonsoir. Bonsoir, tout le monde. D'accord. Bon, on vous écoute. Est-ce que la liste de Jean-Louis Gassé contre la Zambie vous convient-elle? Oui, ça ne me convient pas. Parce que Henri Jo m'a parlé ce qu'il faut parler tout à l'heure. Je suis d'accord avec Henri Jo parce que c'est vrai qu'il a tenu des nouveaux, mais nous, on a voulu voir des meilleurs que ça. Mais, Bailly, avec les frères qui n'ont pas de temps de jouer, si c'est cela, on veut continuer par là à la calme. Je crois qu'on a joué d'idée. Parce que ça, là, vraiment, moi, je n'arrive pas à comprendre. D'accord. Non, franchement, dit, moi, je ne suis pas convaincu. Hein. D'accord, vous n'êtes pas du tout convaincu, vous n'êtes pas du tout satisfait. Je ne suis pas convaincu. Et puis, avec l'équipe Zambie. C'est aussi que cela, on peut les gagner facilement comme ça. La question reste posée, hein? La question reste posée, effectivement, oui. Oui, la question reste posée, c'est à savoir si on peut les gagner facilement. Réseau Stéphane, je suis d'accord avec toi. Après, il a dit que non, il a déjà donné son point de vue, il a déjà donné son point de vue. Vraiment, son point de vue là, ne nous assure pas un peu même. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette polygamie là qui a fait aujourd'hui. Non, il a changé d'idée. Pourquoi il n'a pas pu faire convaincu de ce qu'il faut faire pour qu'il gagne le jeu? Ce qu'on va finir de faire ce championnat, il donne des raisons qui ne sont pas valables. D'accord. Moi, je ne vois pas que ça c'est valable. Vraiment, bon, je ne vais pas me poser l'antenne. Vraiment, bonne soirée à vous et bonne émission. Et je salue tous les amis là-bas. D'accord, ok. Merci beaucoup, M. Diomandé. Merci beaucoup. Oui, Balo. Oui, Marie-Christine, oui, mais avec toutefois de grandes inquiétudes. Oui, par rapport au débat qu'on a eu hier, moi j'estime que après 1 an et demi passé à la tête d'une sélection, à 8 mois d'une Coupe d'Afrique des Nations, le sélectionneur doit avoir une ossature. Et lorsqu'on regarde la liste, pour le match contre la Zambie, oui, il a une ossature. Il y a un certain nombre de joueurs qui sont donc reconduits. On sent qu'il y a une volonté de créer des automatismes à 8 mois de la Coupe d'Afrique des Nations pour avoir une équipe qui est habituée à jouer ensemble. Ça, c'est la bonne nouvelle de cette liste. Mais là où j'ai de grosses inquiétudes, c'est sur le plan défensif. Bon, là, je termine pour dire que tout de même,
sur le plan défensif, on a un renfort parce qu'il est tout à fait conscient que défensivement, on a individuellement l'effectif la plus faible actuelle du Gotha des sélections nationales. Lorsque je prends les défenseurs, en termes de performance, on a Badou Emmanuel, on a Serge Aurier, on a Eric Bailly, on a Deli Simon, on a Ghislain Konan, on a Ndika Evan, on a Sengo Wilfried. Lorsqu'on prend la charnière centrale, Eric Bailly, Deli Simon, clairement, c'est pas ce qu'il y a de mieux en Afrique aujourd'hui. Heureusement que sans doute que le Galaxy est conscient de cela, raison pour laquelle il a fait appel à Ndika Evan, qui joue à l'Eintracht Francfort. Il a dit lors de son intervention qu'il a été élu meilleur défenseur de la Bundesliga. J'ai eu à voir certaines images du garçon sur son profil, physiquement bien affûté, ce qui compte dans le duel aérien. Dans les duels physiques également, il est beaucoup engagé. Il a de bonnes relances, il a une bonne lecture de jeu. Donc son profil est intéressant et il est performant avec son championnat. Mais derrière, on constate que lorsqu'on regarde la défense de Côte d'Ivoire, elle n'est pas du tout performante. Donc il doit encore apporter des renforts. Donc clairement, pour la liste à venir, au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations, il y a du gros boulot à faire en défense. Maintenant, là où j'ai encore des inquiétudes, c'est qu'on continue avec la politique du cadre défaillant dans cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Lorsque je vais en milieu de terrain, on a un Série Jean-Michel que mon juge clairement pas excellent pour faire partir d'une liste. On a également Eric Bailly qui a été fantomatique avec l'Olympique de Marseille. Donc on a des joueurs vraiment qui ont été appelés, qui doivent véritablement se remettre en cause. Et parce qu'ils sont les cadres, ils ont été reconduits. Je pense que ça, c'est un gros problème. Ok, merci beaucoup, Balo. Nous avons M. Traoré qui nous appelle d'Adjamé. On va écouter son avis. M. Traoré, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Oui, je vais bien. D'accord. Bon, on vous écoute. Est-ce que la liste de Jean-Louis Gasset contre la Zambie vous convient-elle? Oui, moi, la liste me convient. Parce que je pense que l'entraîneur est toujours dans sa logique. Il essaie de ratisser large. Pour que nous soyons, pour nous mettre à l'abri de tout problème éventuel qui peut arriver. Et le fait de revoir certains, c'est pas mauvais. Peut-être que parce qu'il n'a pas encore, il veut avoir une confirmation ou encore une information de certains joueurs qu'on voit sur la liste. Mais ceux dont il est déjà convaincu, c'est pas utile pour lui de le faire appel maintenant. Je pense qu'il veut essayer, voilà, d'autres alternatives pour voir. Et je pense qu'il est dans sa logique. Comme il avait dit, il ratisse l'âge et puis à partir d'un moment, voilà, il va commencer à faire un travail de fond avec le bloc qui est là. Donc, il faut pas qu'on se focalise sur les absences de telle ou telle personne. Parce que si on veut toujours avoir les mêmes joueurs, à quel moment on va essayer les autres? D'accord. On va voir les performances. Voilà. Ok. Merci beaucoup, M. Traoré. Ok. Moi, je me tourne vers l'équipe de FC Oza. Je crois que vous avez désigné quelqu'un aussi pour répondre à la question LGT. C'est qui? Qui a le micro? D'accord. Donc, est-ce que la liste de Jean-Louis Gasset vous convient-elle? Moi, personnellement, la liste... Vous parlez au nom de l'équipe ou vous parlez personnellement? Non, je crois que le président vous a touché. Hein. Vous avez dit personnellement, il vous a touché en même temps. C'est au nom de l'équipe. Moi c'est Tourouma. Oui. Tourouma, entraîneur. Moi, la liste ne me convient pas. D'accord. Me convient pas. Une liste avec 4 milieux de terrain. Je pense que ce n'est pas le milieu de terrain qui manque à la sélection ivoirienne. Sur le plan national comme sur le plan international, on a assez de milieux de terrain. Et puis, surtout au niveau défensif, un garçon comme Diomandé Ousmane au niveau de Sporting Lisbonne, qui fait des bonnes choses, des grandes prestations. Je pense qu'il mérite d'être dans ce groupe-là. Je pense que le cas, pour moi, qui m'inquiète le plus, c'est le cas Seko Fofana. Voilà, ce cas est vraiment inquiétant. Pour notre sélection, à un moment donné, il faut prendre une décision qu'il faut, voilà, parce que ça a trop duré maintenant. Donc la Côte d'Ivoire, c'est une grande nation, il faut respecter le pays. Et puis voilà, on est proche, la CAN est déjà proche, donc on n'a pas le droit à l'erreur. Effectivement. D'accord, ok. Bon, on a le sélectionneur Jean-Louis Gasset qui a justifié ses choix. Il a justifié ses choix quand même, messieurs. Bon, nous on l'écoute, hein, on écoute le sélectionneur. Concernant Eric Bailly, pour la première fois, je l'avais eu dans le rassemblement des Comores. Je connais le joueur depuis un moment. Je sais qu'il avait des problèmes de temps de jeu à l'Olympique de Marseille. Mais je voulais me rendre compte moi-même de la personnalité et de l'impact sur le groupe. Et contre les Comores, j'ai vu
J'ai vu un garçon impliqué. J'ai vu un garçon écouté. J'ai vu un garçon dominant. Dominant. Il a fait les 2 matchs contre les Comores. Tant qu'il a joué, on n'a pas pris le but. Il est sorti le premier match à la 85e, on a pris un but derrière. Et le deuxième match, il a joué tout le match aux Comores dans un match engagé 3 jours après. 3 jours après. Il m'a laissé une belle image. Voilà. Donc, moi, je me fie toujours à ce que je vois, pas à ce que j'entends. J'ai eu une discussion avec lui il n'y a pas longtemps. Il sait très bien que la saison prochaine, il faudra qu'il ait du temps de jeu. Et ça, je le dis à tous les joueurs, parce qu'on est encore loin de la compétition. Aujourd'hui, on recense 12 joueurs qui ne peuvent pas venir au rassemblement parce qu'ils n'ont pas fini la saison avec leur club. On a Sinali Diomandé, qui n'a pas fini avec Lyon pour un problème musculaire. On a Odilon Kosonou, qui n'a pas fini pour un problème musculaire. Abakar Silla, qui a un problème au genou. On a eu l'entraîneur cette semaine sous infiltration pour jouer le dernier match. Il n'a pas joué. On a Bamin, qui a un problème musculaire au mollet et qui en a pour 5 semaines d'arrêt. Awolou, qui a un problème musculaire aux adducteurs. Seko Fofana, qui n'a pas fini la saison avec Lens, qui a une pubalgie. Amad Diallo, qui, sous les conseils de Manchester United, a été envoyé à Doha pour se faire arracher les dents de sagesse pour la suite de sa carrière, parce qu'il avait de temps en temps des problèmes musculaires et on sait que les dents sont très importantes. Donc Manchester United l'a envoyé avec une opération assez forte et un suivi derrière de 10 jours. Wilfried Zaha, qui a un problème musculaire, il a 5 semaines d'arrêt. Nicolas Pepe, toujours, c'est des joueurs qui n'ont pas fini la saison. D'accord? Nicolas Pepe n'a pas fini à Venise pour un problème de genou. Boga a une double entorse de la cheville. Et le dernier joueur, c'est Sébastien Haller, qui lui a fini la saison. Mais c'est le seul joueur dont nous n'avons pas un certificat médical du club. Et c'est une entente avec les médecins du Borussia Dortmund et le joueur. La médecine a dit que Sébastien avait besoin de 5 semaines de repos. Avec l'année qui venait de passer, on connaît tous son histoire, on sait les efforts qu'il a fait pour revenir. La personne qui l'a opéré lui a signifié que ce serait bien que son corps se repose. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Bon, messieurs, quel commentaire faites-vous des propos du sélectionneur Jean-Louis Gasset? Oui, Jean-Philippe. Je vais mettre le pied à l'étrier. C'est vrai qu'on nous demande souvent d'être factuel et d'avoir certains documents, mais je rejoins Roger Stéphane, c'est aussi incroyable, c'est aussi magnifique. Je pense que la Côte d'Ivoire est la première nation pour un regroupement où elle a 12 joueurs susceptibles d'être en équipe nationale qui sont tous blessés. Donc aucun club n'a eu à communiquer réellement sur leurs blessures avant que la sélection... Non, pour vous aider, il a dit clairement que les clubs ont produit des certificats médicaux. Généralement, quand un joueur est blessé, il y a une communication qui se fait au moins sur un canal du club pour annoncer aux supporters qu'il est blessé. Sur la page de Lens, est-ce que vous avez lu quelque part que Seko Fofana souffre d'une pubalgie? Alors qu'on sait que le garçon avait même annoncé qu'il avait besoin de repos et qu'il souhaitait être exempté du dernier match du championnat. Donc automatiquement, quand lui se repose, quand il va à la maison, on lui découvre toujours des bobos. Ouais. Si ce n'est pas la Covid-19, dans un monde aujourd'hui où pratiquement plus personne ne fait cette maladie, lui, il réussit à avoir la Covid. Aucun de ses coéquipiers n'a contaminé, ni aucun entraîneur. Il n'a pas de confinement la semaine qui suit, il est sur les terrains. Ensuite, il n'y a pas de nouvelles le concernant et on nous annonce que donc il souffre d'une pubalgie. Bravo monsieur. Il a cité tant de noms et ce qui est assez étonnant, pratiquement tous ils ont les mêmes blessures. Pratiquement tous ils ont les mêmes blessures. Alors que la FIFA recommande
à donc, tous les joueurs. Pas véridique. Non, je ne suis pas en train de le dire, puisque je n'ai pas les éléments factuels, les preuves. Mais ce que je sais, quand un joueur est appelé en équipe nationale, il doit venir faire constater sa blessure en sélection. Ça veut dire que normalement, si ils étaient susceptibles sur cette liste, ils devaient venir faire constater ces différentes blessures par le médecin de l'équipe nationale. Moi, je pense qu'il aurait été plus facile pour le sélectionneur national de dire aux Ivoiriens, écoutez, la saison est terminée, certains joueurs ne veulent pas se taper tous ces kilomètres sur le continent africain pour aller jouer un match qu'ils estiment sans enjeu du côté de la Zambie, parce qu'ils veulent se reposer avant d'attaquer la saison à venir. On nous dit que Zaha est blessé. Christian Palace n'a pas parlé de blessure. Même les journalistes éminents qui traitent les questions des transferts, qui ont annoncé son probable départ du côté de l'Arabie Saoudite, ne nous ont pas annoncé qu'il est blessé. Il était sur un yacht avec sa famille il y a de cela 3 jours en train de faire farniente. Donc, quand on me dit qu'il est blessé, je peux quand même douter de cette information. Voilà. Maintenant, alors Jean-Philippe. Non, je vais terminer. Je ne vais même pas polémiquer sur, je pense, cette volonté de l'entraîneur toujours de couvrir des joueurs de son rôle. Voilà. Moi, ce que je constate, il a cité Sinali blessé, ok, je n'ai pas vu la conférence de presse. Oui. Donc, il a cité Sinali, il a cité Odilon Kosonou blessé. Amad, Pépé, Boga. Non, je vais rester sur les défenseurs. Il n'a pas parlé d'Ousmane Diomandé, un garçon qui a joué 34 matchs au Sporting Lisbonne. Et il a quand même appelé Delis Simon. Vous savez, Delis Simon a joué combien de matchs depuis le début de la saison? Il a joué 10 matchs. Delis Simon, ce n'est pas un nouveau visage. C'est un ancien footballeur. C'est un joueur qui est très vieux. Bon, on appelle ça, ça répond à quoi? Alors qu'on aurait pu profiter de cette fenêtre pour faire venir des jeunes joueurs, que cela aurait été beaucoup plus cohérent par rapport à ce qu'on voit. Quand tu appelles Delis Simon, il défend le cas Eric Bailly. C'est un cadre, oui, il a joué sur la fenêtre, effectivement, il était solide, on est d'accord. Mais vous appelez Delis Simon, qui n'a joué que 10 matchs cette saison. Pour quelle raison? D'accord. Excusez-moi, messieurs, on est obligé d'avancer. Hein. On a le coach Jean-Louis Gasset qui a également évoqué les objectifs de cette fenêtre internationale ainsi que les perspectives de la sélection. On regarde. Vous avez cité 12 joueurs. Les 12 peuvent être dans la liste. Donc il y a une concurrence saine dont la saison prochaine va être très importante pour tout le monde. Et la Zambie fait partie de ce chemin qui doit nous amener à la compétition. Voilà, on est vaincu dans le groupe, on veut le rester, on veut être premier, on veut marquer des points pour le classement, pour être au prochain tirage au sort dans des bonnes dispositions. Il y a mille raisons, mais on sait très bien que un match international à l'extérieur, il ne faut pas y aller la fleur au fusil. Et je fais confiance au groupe que j'ai vu aux Comores parce qu'avec 2-3 nouveautés, chacun doit apporter sa pierre à l'édifice et continuer, notre groupe doit continuer à évoluer parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Il faut avoir une palette élargie pour le moment final. Donc là, ça nous permet de voir des joueurs et en même temps de nous faire une idée de l'ambiance qui règne. Et aujourd'hui, elle est très bonne. 1,3 million. À l'issue de la conférence de presse, des journalistes ont aussi donné leur impression sur la liste de Jean-Louis Gasset. On les écoute. On a des retours et puis des cadres, des icônes, je vais dire comme ça, de cette sélection qui ne sont pas là pour cause de blessures vérifiées, certifiées. Je vais parler de Sébastien Haller qui se repose. Et je vais parler de Fofana Seko, dont le sélectionneur a dit qu'il est blessé. Bon, ça reste à vérifier, à creuser. Mais pour le reste, c'est un bon groupe, c'est le bon noyau. C'est le noyau qu'il faut pour aller gagner les 3 points en Zambie et puis rester toujours leader de ce groupe-là. Moi, j'ai vraiment une inquiétude. Parce que vous savez que nous avons un objectif très précis à cette CAN-là. La CAN 2023, c'est la Côte d'Ivoire. J'allais dire, pour la Côte d'Ivoire, il y a un enjeu sportif. Il faut au moins atteindre la finale. Et cela dit, je pense qu'à ce stade, à ce niveau où nous sommes, pour moi, on devrait déjà avoir une équipe type. Mais à chaque fois, on constate qu'il y a beaucoup de nouveaux.
Donc cela suppose que le coach n'a pas encore pu trouver son équipe type. Et moi, j'ai vraiment de l'inquiétude. Ce que l'on constate, c'est qu'il y a beaucoup d'absents. Beaucoup d'absents et nous sommes bien sûr dans la dernière ligne droite qui nous conduit vers la compétition. À ce stade, je pense que Gassé a dit auparavant qu'il avait trouvé, n'est-ce pas, 40% de son ossature, 80% de son ossature. Or, il reste pratiquement 20% pour compléter. Mais au vu de la liste, on est quand même sceptique parce qu'on ne comprend pas. Il y a des joueurs comme Seko Fofana que tout le monde attend au niveau de la Côte d'Ivoire. Et ces absences se font véritablement remarquer. Aujourd'hui, nous, on a eu dit que Lens offre notamment une escapade à ces joueurs pour s'être bien comportés dans le championnat. Et ils iront donc, je pense, au Baléares, si je ne me trompe pas. Est-ce que Seko n'est pas dans ce contingent-là qui va disposer notamment de vacances luxueuses? Et est-ce que ce n'est pas pour la raison pour laquelle il est absent en Côte d'Ivoire? Il y a des interrogations. Et les absences sont un peu trop. Et véritablement, au moment où nous sommes, nous devions avoir notamment une ossature concrète pour permettre bien sûr à la Côte d'Ivoire d'entrevoir le futur. On devait être à 100% sûr, n'est-ce pas, de l'ossature de notre formation. Ce n'est plus le temps de tergiverser, de faire des essais. Et pour nous, cela laisse bien sûr planer des inquiétudes. Comme toute sélection, cette sélection qui vient de donner Jean-Luc Gassier, naturellement, suscite quelques interrogations. On se pose la question sur l'absence d'un tel joueur, la présence d'un autre, notamment l'absence encore de Seko Fofana. Il a donné les raisons. Il a évoqué donc l'absence de Seko justement lors de la dernière journée de la première ligue, de la Ligue 1 de France pour cause donc de pépins physiques. Et là, on a la présence de Jonathan Bamba. Est-ce que l'effectivité de cette présence sera actée donc, pour ce match contre la Zambie? On a la présence d'un jeune défenseur qu'on a pris beaucoup de plaisir donc, à apprécier durant la Bundesliga allemande. Il s'agit donc d'Ivan Ndika qui arrive. Il va essayer donc de pallier à l'absence de Sila Abaka qui avait donné bonne impression lors de la double compétition contre les îles Comores. Mais tout est-il que la Côte d'Ivoire part en Zambie pour jouer un match certes de prestige, mais un match que les éléphants devront gagner pour essayer donc d'améliorer leur ranking au classement FIFA. Et puis surtout, pour essayer donc de se venger de cette équipe zambienne qui nous a privés d'une consécration continentale en 2012. Bon, messieurs, c'est vrai qu'on a parlé de ceux qui n'ont pas été appelés, mais pour ceux qui ont été appelés, est-ce qu'ils vous inspirent confiance pour le match contre la Zambie? Mais on l'a déjà dit, il y a quelques bons joueurs, il y en a qui sont un peu inquiétants parce qu'ils ne jouent pas beaucoup. On a même un nouveau, Ivan... Ivan Dika Evans, il joue à Francfort. Il est défenseur central, un garçon bien costaud. Il a disputé 30 matchs cette saison, dont 8 matchs en Ligue des Champions. Il a fait 44 matchs. Voilà, donc 8 matchs en Ligue des Champions. C'est un garçon assez intéressant que nous tous nous allons découvrir avec la sélection nationale. En espérant qu'il vienne. Oui, en espérant qu'il vienne, évidemment. Il y a Doumbia Idrissa également, qui évolue du côté de la Turquie. Lui, le milieu de terrain. Bon. Sporting. Voilà. Donc, c'est des garçons qu'on va découvrir, comme c'est tout le cas avec la sélection. Il y a tous des garçons à découvrir. Mais j'ai entendu Gassé, j'ai entendu des confrères. Je suis d'accord avec certains parmi eux. Moi, mon inquiétude, c'est l'état d'esprit de certains joueurs et l'état d'esprit des garçons dans la sélection. Si on prend les cas récurrents qui reviennent à chaque fois de Seko Fofana et Wilfried Zaha, c'est à se poser beaucoup de questions. Et moi, c'est ça qui est mon véritable problème. Sinon, la liste là, bon, on va aller jouer la Zambie, il y a une préparation qui va se faire, on va regroupement le 12, décollage le 15 pour jouer le 17. C'est du classique. Mais j'ai le sentiment qu'il n'y a pas un bon état d'esprit chez certains garçons dans cette sélection. Et si on ne fait pas attention, ça peut contaminer le groupe et ça peut créer des crises plus tard, un peu plus devant. Parce que si vous avez Seko qui ne vient pas se mêler au groupe, pour faire les sacrifices qu'il fait à Lens et les fait en sélection, et qui va venir pour aller jouer la CAN, titulaire la CAN, ça va poser un problème. Wilfried Zaha est coutumé du fait depuis très longtemps. Il part en vacances, il annonce qu'il a des pépins physiques. C'est les mêmes caprices qui continuent. J'ai dit, à quel moment certains garçons, ceux qui la nation compte, vont arrêter leurs caprices vis-à-vis de la sélection nationale. C'est vrai que comme dit Jean-Philippe, on n'a pas les éléments factuels pour savoir si c'est vrai ou faux, mais si on tient compte de leurs antécédents, si on tient compte de tout ce qui s'est passé avec Baumel, aujourd'hui encore avec Gassé, je dis attention à l'état d'esprit de certains garçons dans cette sélection et attention à l'état d'esprit du groupe dans notre équipe des éléphants. On est en train de préparer la CAN. Il faut que Gassé ait du cran
pour taper sur la table, pour mettre de l'ordre, écarter tous ceux qui n'ont vraiment pas envie de se battre pour la sélection nationale et puis prendre ceux qui ont envie de se battre pour qu'on ait nos cannes tranquillement. C'est vraiment ça mon inquiétude. D'accord, ok. Merci beaucoup, Roger Stéphane. Je pense qu'on pourrait en parler en long et en large dans les prochaines éditions de la Grande Team. Malheureusement, le temps imparti est à sa fin. Donc, messieurs, merci beaucoup. Merci Henri-Joël, merci Jean-Philippe, merci Roger Stéphane, merci Balo. Merci à toute l'équipe de FC OSA. Merci Président, merci Coach. C'était un plaisir d'être en votre compagnie. Merci à vous aussi. On se retrouve demain en direct, toujours 20h30 sur la 3. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.